Pas grave. Oh, nous voici donc de retour, nous continuons notre barre de l'économie et tout de suite nous changeons de sujet. On passe au côté médical, puisque j'ai la chance d'avoir à mes côtés Françoise Ichou, médecin microbiologiste, et Marie-Pascale Schuller, médecin spécialisé en pneumologie. Et on va parler de l'asthme, car le 7 mai, c'était la journée de l'asthme. Françoise Ichou, vous êtes responsable scientifique de l'association Grégory Pariente. Et expliquez-nous pourquoi ce combat sur l'asthme. Ce combat pour l'asthme parce qu'un petit garçon, Grégory Pariente, est décédé à l'âge de 14 ans d'une crise d'asthme aiguë grave, foudroyante, en quelques minutes. Et il n'a pas été possible de le récupérer. Il n'est pas arrivé vivant aux urgences. Et à la suite de ce décès, mon frère, Pierre Pariente, a monté cette fondation jour pour jour, 3 ans après le décès de Grégory Pariente, et a décidé de se consacrer à l'asthme de l'adolescent. Alors ce jeune homme qui est malheureusement décédé, il n'avait jamais eu d'asthme auparavant? Si, mais c'était un asthme léger et il était surtout allergique. Alors on a tendance à confondre asthme et allergie, donc il était correctement traité pour son allergie. Disons sur la fin, les dernières années, entre 12 et 14 ans, moins bien. Et ça, c'est une catastrophe. Et notre combat, c'est d'inciter les adolescents, et on leur parle directement en milieu scolaire et sportif, pour les inciter à bien suivre leur traitement, parce que c'est absolument fondamental. Alors vous avez dit quelque chose d'important, c'est que l'asthme peut être déclenché par de l'allergie. Et ça, peut-être qu'on est un peu moins au courant. Tout à fait. L'asthme est déclenché par de l'allergie, on est un peu moins au courant, et il faut savoir la prendre en charge. Alors je laisserai particulièrement Marie-Pascale Schuller, qui est pneumologue à mes côtés, aborder ce point. Alors Marie-Pascale Schuller, quels sont comment l'asthme arrive, enfin, comment on devient à avoir de l'asthme? Alors, les signes qui doivent faire penser qu'on a une crise d'asthme, qu'on a de l'asthme, c'est une toux persistante, donc une toux en dehors de j'ai le rhume, j'ai la fièvre, j'ai mal à la gorge. C'est une toux sèche ou pas, avec des petits crachats clairs. C'est une toux persistante en dehors d'un contexte infectieux. Ça peut être une toux la nuit, ça peut être une toux à l'effort, c'est-à-dire je fais mon jogging, je suis un peu essoufflée, mais surtout, quand je m'arrête, j'ai des cannes de toux. J'ai des fous rires et je tousse. Le fou rire, c'est un effort et c'est considéré comme un équivalent d'asthme d'effort. Donc la toux, c'est un facteur d'alerte. Une toux persistante, c'est un facteur d'alerte. Les patients disent ils ont une oppression thoracique. Ils mettent les mains sur la poitrine et ils disent j'ai des poids de 5 kg, de 10 kg sur la poitrine. C'est une sensation d'essoufflement anormal par rapport à ce qu'on faisait habituellement ou par rapport aux copains quand on fait du sport. On est plus gêné que d'habitude. Et puis c'est parfois des sifflements dans la poitrine, mais ce sont des signes qui ne sont pas du tout constants, les sifflements dans la poitrine. La toux est sans doute plus révélatrice et cette sensation d'oppression dans la poitrine. Ça, c'est des signes qui sont communs pour tout le monde. Je repasse la parole à Françoise pour la Fondation. Alors justement, pour la Fondation, vous dites, Françoise Ichou, que 3/4 des décès des adolescents pourraient être évités si on faisait plus attention, plus de prévention peut-être, si on incitait peut-être plus les jeunes à consulter plus régulièrement finalement un médecin, tout simplement. Tout à fait. Donc nous battons pour qu'il y ait un bon suivi, parce que les adolescents, c'est une tranche d'âge extrêmement à risque. On sait qu'ils sont beaucoup moins observants de leur traitement, tout simplement parce que c'est un âge où ils ressentent moins leur maladie. Donc pour eux, ils ont l'impression d'être moins malades. Que ça va mieux. Ça va mieux, alors qu'en fait leurs bronches sont de plus en plus malades, je dirais. Et donc ils n'ont plus envie de se traiter, ils en ont marre. Ils se sont traités quand ils étaient petits parce que les parents étaient derrière. Et donc il y a un relâchement. Et donc nous nous battons pour bien leur faire comprendre que lorsqu'on prend un traitement adapté, aujourd'hui il y a de plus en plus de très bons traitements, bien pris au bon moment et surtout bien inhalés, parce que ce sont des traitements inhalés,
et qu'ils sont bien suivis. Et dedans, nous disons qu'il faut voir un pneumologue une fois par an. C'est quelque chose au minimum, d'essentiel. Voilà, consulter une fois par an. Dans cette maladie, au moins une fois par an, et quelles que soient les difficultés à obtenir des fois un rendez-vous dans certaines régions de France, c'est un peu moins facile. Et donc, on leur dit qu'avec toutes ces règles, ces 3 règles, ils peuvent mener une vie normale. Et donc, vous dites qu'en France, un adolescent sur 10 est asthmatique, c'est énorme. Tout à fait. Alors, le message, nous le disons sous une forme que comprend très bien l'adolescent. On leur dit carrément, sache que dans une classe de 30, tu n'es pas seul, puisque tu as au moins 2 autres copains asthmatiques. Et cette forme-là est quelque chose qui les marque. Alors, leur dire 10%, ça ne leur parle pas. Vous voyez, leur dire... Donc, dans une classe, en fait, il y a 2 ou 3 adolescents. Il y en a 3, il y en a 3. Au moins 3. Au moins 3. Ça ne fait qu'augmenter. Là, ça ne fait qu'augmenter, en tout cas dans cette tranche d'âge. Oui, et puis il y a, comme l'a rappelé Marie-Pascale Schuller, il y a plusieurs causes à l'asthme, et c'est ça qu'il faut rechercher en fait en consultant un pneumologue au moins une fois par an, dès qu'on découvre qu'on a des toux inhabituels. Mais alors vous publiez là, vous sortez un film sur YouTube, vous avez appelé ça La chaise vide, c'est très dur comme titre de film. C'est effectivement très dur, mais on s'est aperçu que l'adolescent est très sensible aux émotions. Donc on a choisi volontairement une vidéo choc où on voit un gamin qui est réellement asthmatique dans la vie, sur un cours de tennis, avoir des difficultés respiratoires que Marie-Pascale vient de nous évoquer, et malheureusement il n'a pas pris son traitement. Donc l'éducateur qui est à ses côtés doit déclarer forfait dans un match, ce qui est assez terrible pour le partenaire qui, lui, voit l'échec de cette partie. Et malheureusement, dans un deuxième temps, on voit dans une classe des gamins qui sont en train de jouer, et puis il en manque un, le fameux petit asthmatique qui n'est plus en vie, et donc le directeur rentre, c'est très très fort, pour annoncer le décès du copain. Et donc on voit celui qui est assis habituellement à côté de lui, en larmes, et regarder la chaise à ses côtés qui restera vide. Et ça, c'est quelque chose de très très fort. Il faut savoir que c'est exactement une histoire vraie, puisque c'est l'histoire de notre Grégory. De votre neveu, si on a bien compris, qui est décédé à 14 ans d'une simple crise d'asthme qu'on n'a pas pu arrêter en fait. Non, parce qu'il a fait ce qu'on appelle une crise d'asthme grave. C'est quelque chose de très particulier, pour lequel on sait aujourd'hui que 3/4 des adolescents qui font ce type de crise d'asthme n'arrivent pas vivant aux urgences. Et donc ça a été malheureusement le cas de Grégory. Son papa a fait quelque chose qui lui est apparu tout à fait normal, c'est de prendre la voiture et de le mettre tout de suite pour foncer aux urgences, plutôt que d'appeler le SAMU, parce qu'on était dans une région où peut-être le SAMU aurait mis plus de temps pour arriver, mais sinon, il faut savoir que le réflexe, c'est d'appeler le SAMU, et malheureusement, à quelques minutes, secondes de l'entrée aux urgences, son père l'a vu dans le rétroviseur arrêter de respirer. Et donc, du coup, voilà pourquoi cette fondation, depuis 5 ans, depuis 3 ans, se bat pour travailler et prévenir sur l'asthme. Et voilà pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Donc, l'adolescent, et c'est vrai que beaucoup, on a sans doute autour de nous des gens qui ont des toux comme ça, où vous avez dit à l'effort, et on ne prête pas forcément attention, et en fait, on devrait. Voilà pourquoi il faut prévenir de plus en plus les jeunes sur tous ces symptômes. Alors Marie-Pascale Schuller, vous êtes pneumologue en libéral, et par téléconsultation, en fait, vous avez décidé, alors est-ce que c'est à cause de l'asthme que vous avez décidé de créer un cabinet de téléconsultation depuis 1 an? Alors je fais un tout petit retour en arrière pour compléter ce que disait Françoise Ichou. Donc l'asthme, c'est une maladie qui est extrêmement variable dans le temps, qui peut commencer dans l'enfance, qui peut s'arrêter à l'adolescence, qui peut reprendre après, et je vais en parler un petit peu plus. La particularité de l'adolescence, donc il y a ce côté, les gamins en ont marre du traitement, avec cette volonté de prise d'indépendance, et
ça n'est pas que le cas de l'asthme, c'est aussi le cas dans d'autres maladies chroniques. Ce qu'on commence à découvrir avec l'avancée des neurosciences, c'est que le cerveau de l'adolescent mature différemment et qu'il arrive bien à se rendre compte de ce qui se passe immédiatement. Donc, quand à la Fondation, on leur dit, il y a un adolescent, il y a 3 adolescents dans une classe, donc il y en a 2 autres comme toi dans la classe qui sont asthmatiques, ça, il se rend compte de ce que c'est. Mais il a énormément de mal à anticiper. Quand on lui dit, il faut prendre un traitement de fond parce que tu risques de faire une crise grave, le circuit de connexion et de projection à long terme, il n'est pas encore développé et Bien donc sûr. ça ne marche pas. Hein, c'est Et comme puis- quand on lui dit, il ne faut pas fumer, tu vas mourir dans 40 ans, ça ne marche pas. Voilà, donc c'était une petite précision sur ce sujet très particulier de l'asthme de l'adolescent. Juste encore des précisions médicales. Donc c'est une maladie, je vous ai dit, qui est très variable dans le temps et qu'on commence à connaître de mieux en mieux, à définir de mieux en mieux dans les sous-populations, donc la population infantile, la population adolescente, les populations adultes. Et dans la société savante à laquelle j'appartiens, la Société de pneumologie de langue française, on a développé un groupe femmes spécifique pour les pathologies de la femme en pneumologie. Et ce groupe femmes réfléchit donc en particulier aussi sur l'asthme, et on s'aperçoit que l'asthme chez les femmes n'est pas forcément le même à l'adolescence, puisqu'il y a une influence hormonale, donc on a un asthme qui peut s'aggraver au moment des règles. C'est peu connu, mais c'est vrai que quand on prend le temps d'interroger les femmes, et les jeunes femmes, elles le disent, l'asthme peut se modifier pendant la grossesse, et surtout, il ne faut pas dire « je suis enceinte, je ne veux pas prendre de médicaments, j'arrête », parce que ce qu'on sait sur l'asthme pendant la grossesse, ce qui est dangereux, c'est les quintes de toux, c'est les crises d'asthme sévères qui vont faire des diminutions d'oxygénation dans le fœtus, et c'est ça qui est dangereux pour le bébé. C'est pas de prendre un médicament inhalé, donc par les bronches, qui aurait un taux de pénétration extrêmement faible. Voilà, Mais- donc là, c'est une pensée française à laquelle il faut combattre. Tout à fait. Il faut se traiter correctement. Et Même si on l'asthme- est enceinte, il faut se traiter correctement. Et l'asthme peut varier, il peut être bien le premier trimestre, pas bien le deuxième, et puis il vaut mieux le troisième. Voilà, il faut sensibiliser les femmes à ça. Pendant la ménopause, on sait que l'asthme peut aussi se développer, prendre une forme différente. L'asthme est particulièrement sévère également chez les femmes obèses. Donc voilà, il y a toute cette réflexion genrée qui va dans l'air du temps, mais qui est importante. Donc ça, c'était pour la précision de l'asthme. Et avec un traitement bien conduit, on arrive vraiment la majorité du temps à avoir une vie correcte et ne pas être handicapé par cette maladie. Alors, j'ai choisi effectivement de débuter la téléconsultation depuis septembre 2018, donc date de remboursement officiel de la téléconsultation par l'assurance maladie. Ça me paraît important, en particulier chez des asthmatiques, parce que, comme vous le savez, les rendez-vous avec les spécialistes sont difficiles et sont hétérogènes dans les territoires. Ça me paraît important que mes patients ou d'autres patients puissent avoir un accès rapide à une consultation. C'est pas grave si c'est de la téléconsultation, je les vois en face de moi et on peut s'expliquer, et juste par le dialogue, par l'explication des symptômes, on a énormément de choses. C'est vrai que c'est mieux si je pose mon stéthoscope, mais si je ne le pose pas, je peux quand même faire beaucoup de choses. Et je pense que c'est un intérêt majeur d'avoir cet accès facile et de dire, voilà, il y a ça qui ne va pas bien, est-ce qu'on peut modifier un peu? Est-ce que ça vaut la peine que j'aille voir un vrai docteur physique? Est-ce que j'aille aux urgences? Ou est-ce qu'on peut modifier, prendre des corticoïdes, tout ça, voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors je rappelle que si on veut donc contacter l'association Grégory Parienne pour des problèmes d'asthme, comment fait-on, Françoise Ichaud? Eh bien, on peut déjà se référer à nos sites internet. Donc, on en a deux, c'est la page Facebook Grégory Parienne Foundation ou le site internet www.gpfd.fr. Voilà, et donc Marie-Pascale Schuller, si on a un problème pneumologique, dans quelle ville consultez-vous?
Je consulte à Montgeron. Voilà, à Montgeron, donc on peut vous contacter pour tout problème, qu'il soit asthmatique ou autre. Merci beaucoup pour cette présentation.